Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la question de la mémoire. Pour clore cette série, nous recevons une figure incontournable du cinéma haïtien et de l'engagement artistique, Arnold Antonet. Cinéaste, intellectuel, témoin de plusieurs époques, il a su allier art, politique et mémoire dans une œuvre filmique prolifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire du cinéma, comment transmettre, conserver, raconter en même temps. Bonjour Arnold Antonet. Bonjour Marc Sony. Arnold Antonet, dans votre parcours, la mémoire semble être un fil conducteur. À quel moment avez-vous pris conscience que le cinéma pouvait être un outil de transmission de la mémoire collective? Bon, écoute, pour faire bref, et dans les années de la dictature de François Duvalier, on écrivait beaucoup des tracts, des petits opuscules qu'on distribuait sous le manteau. Mais puis à un certain moment, je me suis demandé, dans un pays, je parle d'alors, maintenant ça, les chiffres ont changé, mais il y avait plus de 80% d'analphabètes dans le pays. Donc, je me suis dit, étant donné qu'une image parle plus que 1000 mots, et dans un pays avec autant d'analphabètes, une image doit parler plus que 10 000 mots. Donc, j'allais utiliser le cinéma, les images en mouvement pour communiquer avec nos compatriotes. Et là, j'ai pensé tout de suite que la première des choses qu'il fallait documenter et par les images en mouvement, c'était l'histoire des luttes du peuple haïtien depuis l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à Jean-Claude Duvalier. Et c'est ce que j'ai fait avec Haïti, le chemin de la liberté, qui était un long métrage documentaire très long et qui a été diffusé un peu partout et qui est entré sous le manteau. Et imagine-toi, par un ami qui l'a amené en Haïti, le rouleau de film, c'était des rouleaux de 16 millimètres, c'était 2 rouleaux, donc assez grands comme ça, 2 bobines, et c'est Jean-Dominique qui les a reçus et qui les a montrés à des gens en Haïti même, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez filmé des figures comme Jacques-Stéphane Alexis, René Despès, Jean-Claude Duvalier, vous avez fait des films sur ces visages-là. Est-ce que vous considérez comme un archiviste de l'imaginaire haïtien? Écoute, et moi, j'ai une formule que j'ai souvent utilisée, c'est qu'en Haïti, il y a un faux culte de l'histoire et un vrai complot contre la mémoire. Tu ne peux pas construire un récit historique s'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a pas de faits. Donc, et en faisant les films, donc je pourrais catégoriser ainsi mes films. J'ai fait des films politiques, très politiques, sur l'histoire politique, sur les luttes politiques en Haïti. Donc, c'est une façon, si tu veux, de conserver la mémoire de ces luttes et que cela puisse rester pour contribuer à l'écriture d'une histoire basée sur des images, sur des témoignages, sur des récits. Et puis, j'ai fait des films sur que j'ai appelé mes petits musées personnels, parce qu'en Haïti, dans ce complot contre la mémoire, il n'y a même pas de musée digne de ce nom. Et le dernier qui plus ou moins s'apparentait à un musée, c'était le musée du Collège Saint-Pierre, qu'a dirigé à un certain moment Michel-Philippe Lurbourg. Et puis après, bon, tu as des petites collections, des tentatives de création de musées, mais il n'y a pas un endroit où conserver les œuvres de nos artistes. Peut-être maintenant le centre d'art a encore quelque chose, mais et en plus, et quand un artiste meurt en Haïti,
cet artiste disparaît de l'horizon. Donc, je me suis dit, ces artistes qui, pour moi, représentent le meilleur de ce qu'il y a en Haïti. Donc là, je reprends une autre formule que j'utilise souvent. Je dis que le pays est traversé par une double folie. La folie destructrice des prédateurs avides de pouvoir, d'argent, dominés par l'hubris, et la folie créatrice de nos artistes et de nos héros de la vie quotidienne. Donc là, j'ai fait une série de films sur les artistes plasticiens d'abord. Et si tu veux, je te citerai les noms. Et puis, après, je me suis intéressé également à des artistes, des littéraires. Jacques-Séphane Alexis, René Despestre, et qui d'autre? Gérald Blancourt, un historien comme Georges Corventon, par exemple, qu'on vient de Anthony mettre Fest. sur le site YouTube que j'ai et qui est Anthony Fest. visionné par 1000 personnes, dont beaucoup de compatriotes, je suppose, tous les jours. Donc, mais quand j'ai voulu faire un film sur Jacques Roumain, qui a été le premier des écrivains auxquels je me suis intéressé, je n'ai trouvé aucune image en mouvement, pas 30 secondes, ce que j'aurais tellement désiré d'images de Jacques Roumain, alors que j'en ai trouvé des tas de ceux qui avaient été ses amis, de Pablo Neruda, de Nicolas Guillen. Et donc, c'est incroyable. Et quand j'ai fait le film sur Jacques-Séphane Alexis, là encore, je n'ai trouvé aucune image en mouvement de Jacques-Séphane Alexis, sinon des images fixes que ses proches m'ont données, ou bien que Gérald Blancourt m'a donné. Donc, pas une image en mouvement. Et c'est pourquoi, à mon arrivée en Haïti, j'avais un projet que j'ai partagé à un certain moment avec un autre cinéaste haïtien qui vit à l'étranger, et c'était de faire une cinémathèque haïtienne, cinémathèque vidéothèque, où l'on conserverait également tout ce qui a été écrit sur le cinéma, tout ce qui s'écrit sur le cinéma, les affiches, etc. Donc, parce que le dernier des pays du quart monde a une cinémathèque où l'on conserve la mémoire la plus intéressante qu'on puisse trouver, plus encore que la mémoire écrite, la mémoire des images en mouvement. Tu t'imagines si aujourd'hui et que nous pouvions avoir des images en mouvement de Toussaint Louverture, de Dessalines, des pères de la patrie, n'est-ce pas? Ce serait incroyable. En Haïti, on détruit sous nos yeux tous les jours ce qui constitue notre mémoire, notre patrimoine, donc notre identité, voilà. Et quand il faut faire de l'histoire après, avant, jusqu'à, je sais pas, peut-être jusqu'à la Renaissance, et mémoire et histoire se confondaient parce que l'histoire, c'était rédiger la mémoire individuelle, la mémoire collective, les événements intéressants. Donc quelqu'un le racontait et on en faisait de l'histoire. Puis après, on a fait cette distinction entre mémoire et histoire parce que très souvent la mémoire est subjective, donc on pense que l'histoire a sa propre méthode scientifique qui permet de rétablir les faits dans leur objectivité, entre guillemets. En Haïti, nous parlons tous de l'histoire de l'indépendance. On est très fiers de notre histoire. Comment fait-on pour que cette histoire reste vivante et que cette histoire puisse vraiment s'écrire à part les petits livres d'histoire que nous connaissons ou bien ceux qui ont, grâce à eux, grâce à Thomas Madiou, à Beaubois-Ardouin et à d'autres qui sont venus après, nous avons pu retenir quelques faits des luttes pour l'indépendance. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des films, je disais, sur les luttes politiques en Haïti, Haïti, le chemin de la liberté, mais aussi un film comme Gérard Gourgue, Le cours de l'histoire, avec qui le cours de l'histoire aurait pu changer, parce que ce sont des périodes de notre histoire récente, contemporaine,
qui sont tout à fait oubliés ou bien qui sont biaisés, oblitérés. On ne se rend pas compte, sinon dans ce film, parce qu'on le dit, on ne le répète pas suffisamment, que si les élections de 87 avec Gérard Gourgue avaient pu se faire, n'avaient pas été noyées dans le sang, boycottées complètement, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que Haïti aurait pris le cours compris d'autres pays qui ont vécu sous la dictature dans le reste de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Donc voilà, donc je fais ces films-là, je fais les petits musées personnels où tu retrouves, où j'essaie de reconstruire l'atmosphère, l'univers dans lequel travaillent les artistes importants d'Haïti et les artistes que j'aime. Il y en a tellement, mais on ne peut pas faire sur tout le monde. Je prends un seul exemple. C'est l'exemple de Lionel Saint-Éloi. Heureusement que j'avais fait ce film, parce que peu de temps après, les bandits entrent dans son atelier et détruisent l'atelier. Donc, et l'atelier en lui-même, qui était une espèce d'œuvre d'art, et les œuvres d'art qui étaient à l'intérieur de l'atelier n'existent plus sinon dans ce film. André Pierre, Tiga, Cédor, Lazare, Valsin II, et voilà, et Maritou. Donc on a mes petits musées personnels. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'une fois que j'étais en Provence et dans le sud de la France, je vais visiter le musée Cézanne. Et je vois qu'à l'intérieur de ce musée, on a conservé tel quel le petit lit où il se couchait et les deux pantoufles de Cézanne, là où l'on suppose qu'étaient les pantoufles au moment qu'il se levait de son lit. Et en Haïti, on détruit la maison de Jacques-Stéphane Alexis, on détruit la maison de Jacques Courmin, on s'en prend aux bibliothèques, on s'en prend et à nos archives, ce qui fait. Donc je voulais monter d'abord cette cinémathèque qui était des archives des images en mouvement, ça n'a pas abouti évidemment, mais je parle maintenant des archives nationales. C'est la base de la mémoire du pays avec les noms, les dates de naissance de tous les fils de cette terre, tu vois. Si vous voyez dans quel état, enfin je ne sais, peut-être que c'est dans un état encore pire, mais l'état dans lequel j'ai trouvé ces archives nationales, malgré les efforts que faisait son directeur. Donc, eh bien voilà, et je m'arrête là. Oui. Et puis en Haïti, il y a beaucoup de documents qui sont perdus ou détruits. Comment protégez-vous vos archives, Arnold? Est-ce que vous collaborez avec des institutions à l'étranger ou en Haïti? Tu veux dire des archives d'images en mouvement ou bien les archives en général? Des archives en général. Vos Bon, archives. les archives en général, écoute, et je fais des recherches, tu sais que faire un film et comprend une partie très importante qui est la partie des recherches. Donc je fais des recherches, je trouve là où je peux, j'ai recours à des particuliers qui ont des images, à Sidika qui est à Montréal, qui a des images, et au fond pour l'iconographie et Madame Auriol et Monsieur que Jacques Auriol et notre ami le sculpteur et Patrick Villers avaient euh, à la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Et puis, bon, pour l'iconographie elle-même, je cherche un peu partout. Et par exemple, pour Dessalines, je me suis adressé à une institution, là, une bibliothèque à Nantes qui avait des images que j'ai achetées évidemment. Pour René Despestre, René Despestre a une bibliothèque qui a acheté, enfin qui garde et qui conserve ses images, ses photos, ses manuscrits. Donc avec son autorisation, on m'a donné toutes les images de lui-même, images rares et incroyables que vous voyez dans le film. Et puis, quoi encore?
Bon, et très souvent, je suis obligé de faire des parties fictionnées, comme dans Ténor Firmin. Je suis allé sur tous les lieux où Anténor Firmin a vécu, mais pour, par exemple, son séjour à Saint-Thomas, là où, d'ailleurs, où il a écrit un de ses livres les plus importants et où il est décédé également, j'ai fictionné, j'ai inventé un Anténor Firmin à Saint-Thomas. Mais, tu sais, si vous voyez l'état dans lequel se trouve et la tombe de la famille Firmin au Cap-Haïtien, ou bien sa maison qui avait été dévastée par un incendie, mais dont le squelette est encore là, si vous voyez toutes ces choses-là, eh bien, je suis sûr que ça, vous vous mettriez à pleurer. Vous comprenez? Donc, et parce que le complot contre la mémoire est permanent. Et ce complot a pris des proportions dévastatrices avec la terreur consommée, les bandits armés qui ont fait des lieux de patrimoine, des lieux de mémoire, leur cible ces derniers temps. Un pays, ce qui fait son identité, c'est aussi son architecture. Vous imaginez les maisons gingerbread, les plus belles, les dernières qui existaient encore à Paco, ont été brûlées et ont disparu. Donc, c'est pour vous dire qu'heureusement qu'il y a eu des livres, un livre de dessin, ensuite des photos qui ont été faites, quelqu'un qui a peint, inspiré et de ces maisons gingerbread, un livre qu'on retrouve à New York à la Fondation Toussaint Louverture. Et puis, mais sinon, tout ça aurait disparu dans les flammes et après, ce serait avec l'imagination qu'on devrait reconstruire cette architecture et considérée comme une architecture typique d'Haïti, donc de notre patrimoine. Ceci pour l'architecture. Mais il est inimaginable qu'aujourd'hui, en Haïti, on n'ait pas une cinémathèque où conserver les images en mouvement de tout ce qui advient dans ce pays. Mais ce n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, peut-être que si on l'avait, elle aurait, elle aussi, disparu dans les flammes. Donc, c'est un pays où, pour arrêter ce complot contre la mémoire et ou pour pouvoir travailler sérieusement à l'histoire, il faut une stabilité politique, reconstruire l'État effondré et prendre des mesures drastiques pour rétablir la sécurité dans le pays. Parce que dans la condition d'insécurité où se trouve ce pays, il est très difficile. Parfois, il peut même paraître à des gens, je le sais, superflu et donc presque inutile de se mettre à essayer encore à travers le cinéma que je fais de sauver ce patrimoine, le patrimoine artistique et le patrimoine, la vie quotidienne, les héros de la vie quotidienne sont une partie aussi de notre mémoire et de notre histoire. Voir par exemple dans la mécanicienne une femme, les conditions dans lesquelles elle travaille, c'est une femme qui refait les moteurs, donc chef mécanicienne, et voir dans quelles conditions elle fait ça. Moi, je pense que c'est ça aussi une partie de ce que je veux conserver. J'ai fait un film qui s'appelle Heureux sculpteurs des rues de Port-au-Prince, sur ceux qui font ces sculptures en bois magnifiques le long de nos routes, la route de Kinskov, la route de Bourdon actuellement. Mais tu sais que Jean-Baptiste, l'un de ces grands sculpteurs de rue, il est décédé il y a 2 mois, donc il n'est plus là. Heureusement que j'ai eu le temps de le montrer dans son atelier, chez lui, en compagnie de ses enfants, de sa femme. Eh bien, non seulement il est décédé, mais l'atelier a dû fermer parce que
tous ces paysans qui ont fui Kinskov, qui ont fui Fiusi, se sont réfugiés autour, dans son atelier, sur la galerie de son atelier, donc il n'y avait plus de conditions pour continuer à sculpter, à travailler. Donc voilà, c'est-à-dire, nous vivons dans un pays en plein processus de destruction de la mémoire et de l'histoire. Et Et nous essayons donc de façon artisanale d'en recoudre les bouts. C'est ce que j'appelle, c'est on fait de l'archéologie visuelle pratiquement. quelle mémoire collective vous semble la plus menacée aujourd'hui en Haïti? Celle de la dictature, celle des luttes sociales, celle des artistes? Toute la mémoire collective d'Haïti, qui est liée évidemment à son histoire, est sur le point, est menacée. Menacée intellectuellement parce que les gens, il y en a eu qui se donnaient comme objectif de déformer cette histoire, de déformer cette mémoire. Il y a d'autre part, physiquement, les témoins meurent, disparaissent. J'ai fait un film qui s'appelle Le règne de l'impunité. C'est un témoignage sur ce qu'a signifié l'impunité dans toute l'histoire de ce pays depuis le temps de la colonie jusqu'à Jean-Bertrand Aristide ou après même. Et tu sais, l'impunité qui est une calamité et causant de presque tous nos maux avec la corruption. Eh bien, pour faire ce film, j'ai essayé de faire témoigner non seulement les victimes, mais les bourreaux aussi. C'est-à-dire, et comme disait Éric Viessel, le bourreau tue 2 fois. La seconde fois par l'oubli. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ces bourreaux eux-mêmes parlent pour combattre l'oubli. Eh bien, j'en ai pas trouvé. Ils étaient tous morts. Ou bien les tout derniers. J'ai trouvé par exemple Orcel, qui était un des 3 qui faisait passer la question aux prisonniers qui arrivaient aux casernes des Salines. J'ai eu une conversation avec lui. Il était très sympathique, mais dès qu'il a fallu qu'il parle de la dictature et de son rôle et parmi les 3 tortionnaires qu'on connaît, eh bien, il s'est rétracté. Il m'a dit non, de ça, je ne veux parler à personne. Il y a, entre les bourreaux, il y avait l'omerta. Personne. C'est le seul pays au monde, je crois, où tu ne vas pas trouver de témoignages des bourreaux eux-mêmes, qui à un certain moment, ça arrive tous les jours en France, ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie, à la guerre du Vietnam, ou bien encore aujourd'hui aux États-Unis, des gens qui ont participé aux différentes guerres que mènent les États-Unis, au Moyen-Orient par exemple, la façon de traiter les prisonniers en Irak, tu trouves des témoignages. Mais ici, ceux qui ont participé à ces crimes d'État ne font pas, et je peux pas appeler ça de confession, parce qu'on leur demandait pas de faire la confession, mais au moins de témoigner. Ils refusent systématiquement de témoigner. Et maintenant, ils sont morts, ils ont disparu. Ils ont emporté dans la tombe tout ce qu'ils savaient. Et ça arrive aussi, j'ai un ami qui a été président, c'est la même chose, il a emporté dans sa tombe beaucoup de secrets, alors que je lui offrais la possibilité de m'en livrer quelques-uns. Donc, oui, la mémoire récente, la plus récente, elle aussi, elle est menacée parce que, bon, pris, les gens, tu sais, la mémoire est fondamentale dans tout ce que nous faisons, physiquement, pour apprendre. On ne peut pas apprendre. Si quelqu'un qui n'a pas de mémoire ne peut rien apprendre. D'ailleurs, l'Alzheimer, c'est la mémoire qu'on perd. Et après, donc, c'est presque, on devient zombie, on n'existe plus. On n'est plus qu'un corps sans esprit. Donc, en Haïti, il y a une
tentative de zombification, d'ossification de tout ce qui est pensée, de tout ce qui est mémoire, de tout ce qui est histoire. On l'utilise uniquement à des fins et strictement démagogiques et politiciennes, mais il n'y a pas vraiment un travail, ça va être le travail. Imagine-toi, tu es à l'université, je ne crois pas qu'il existe, en tout cas, et Michel Hector en avait le projet, une chaire d'histoire. Tu t'imagines, dans toutes les universités, il y a des départements d'histoire, des départements de géographie, des départements d'histoire, et avec leurs doyens, etc. Eh bien, ici, dans ce pays où l'une de ses plus grandes richesses, c'est son patrimoine historique, il n'y a pas de chaire d'histoire. De la même manière, je te disais, il n'y a pas de cinémathèque et où conserver les images en mouvement. Et la Bibliothèque nationale, où l'on conservait au moins quelques exemplaires des livres qui sortaient, ou bien de certains livres anciens, eh bien, je ne sais pas ce qui en est resté après le passage des bandits. Les archives, le moniteur, c'est-à-dire cet endroit où l'on publie les lois, où l'on publie le journal officiel de la République. Eh bien, je crois qu'il fonctionne à moitié, mais plus là où il était et où il y avait des machines à imprimer, des imprimantes incroyables. Et même de ce point de vue, c'était un patrimoine. Donc, que veux-tu? Donc, c'est un pays qui est menacé et physiquement et intellectuellement, mémoriellement, évidemment. Donc, voilà. Et s'il n'y a pas un sursaut et pour sauver tout ça, eh bien, nous allons tout perdre. Et vous travaillez sur quel film en ce moment, Marc? Écoute, je viens après le film sur Anténor Firmin, et j'ai fait j'ai fait 2 films atypiques dans ma filmographie. Un film sur Pepe Mujica, donc j'ai un peu contribué aussi à la sauvegarde de la mémoire des Uruguayens, sur Pepe, le président uruguayen. J'ai fait un film sur les Haïtiens au Chili, donc sur la diaspora sud-américaine. Et puis, je viens de terminer cette année et on vient de faire la grande première à Port-au-Prince et puis ensuite au Cap-Haïtien. Un film sur l'histoire de l'Église catholique en Haïti, qui s'appelle Le prochain pape sera-t-il haïtien? Et puis, j'ai fait un film, bon voilà encore une histoire, un film qui s'appelle Les enfants musiciens de Sainte-Suzanne. Il y avait un orphelinat qui fonctionnait à la vallée de Bourdon, avec le climat d'insécurité qui régnait dans les environs. Cet orphelinat a dû se déplacer. Donc ils ont fui, ils ont abandonné Port-au-Prince. Ils étaient une quarantaine d'enfants avec 4 adultes. Ils se sont réfugiés à Sainte-Suzanne. Et moi, en arrivant à Sainte-Suzanne, j'ai rencontré par hasard professeur de musique qui me raconte cette histoire et qui me dit qu'à l'intérieur de cet orphelinat fonctionne un orchestre de chambre. J'ai trouvé ça incroyable et là, je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument sauver pour la mémoire. Il faut faire tout pour recueillir cette histoire incroyable. Et donc, j'ai passé une semaine à Sainte-Suzanne où j'ai filmé 16 enfants musiciens, l'orchestre de chambre, mais c'est à côté de l'orchestre de chambre qui joue magnifiquement bien, avec un chef d'orchestre formidable, de dévouement. Il y a l'histoire, et pas pathétique, mais extrêmement touchante de cette femme qui s'occupe des 40 enfants, ces 40 enfants qu'il appelle maman, mais
Tu t'imagines ce que ça veut dire avoir 40 enfants qui t'appellent, qui te sollicitent en même temps. Donc, c'est incroyable. Et presque tous ces enfants font de la musique. Il y en a qui jouent de la guitare, de la trompette, de la trombone, du tambour. Et il y en a qui sont percussionnistes. Et puis, du piano. Et puis, il y a l'orchestre de chambre avec, et c'est incroyable. Donc là, et puis, je retourne à Sainte-Suzanne pour la grande première du film. Cette maison branque-ballante où ils s'étaient réfugiés n'existe plus. Et donc, ils ont dû changer de maison et sont en train de reconstruire quelque part où mieux se loger. Voilà. Mais c'est l'histoire de 10 mois que j'ai recueilli, mais je pense que ça restera comme un témoignage de ce que nos déplacés, qui sont 1 300 000, dit-on maintenant, arrivent à faire dans certaines circonstances. Merci Arnold Antonin. Merci à toi. Merci, c'était avec nous Arnold Antonin, cinéaste haïtien. C'est le dernier épisode de la série La question de la mémoire. On vous donne rendez-vous pour une prochaine saison de Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. À bientôt.